Pour cette dernière conférence de la journée, nous accueillons Aymeric Martin. Aymeric est consultant pour Hello France. Il va nous expliquer l'importance de ne pas oublier la numérisation et la reprise des documents existants quand on se lance dans un projet de GED. Aymeric, c'est à vous. Bonjour à tous et merci d'assister à cette conférence intitulée Capture, reprise de données, ce qu'il faut savoir avant de lancer votre projet GED. Je suis Aymeric Martin, je suis consultant avant-vente chez Hello Digital Office France et c'est moi qui vais vous accompagner pendant cette petite demi-heure autour de cette thématique. Alors si vous êtes ici, c'est peut-être que votre entreprise prévoit de s'équiper d'une GED pour y gérer documents et processus. Vous avez sans doute réfléchi à des fonctionnalités clés, des workflows cibles et identifié des interfaces avec votre environnement logiciel. Face à ces considérations, la partie acquisition peut paraître simple et ne pas mériter qu'on s'y attarde. Pourtant, capture documentaire et reprise d'existants conditionnent le succès de l'implémentation et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est les différents aspects qu'on va essayer de vous faire toucher du doigt aujourd'hui. Alors, le déroulé, bien sûr, la thématique générale, vous l'avez compris, c'est acquisition et capture, que ce soit documentaire et bien sûr des informations associées. On va commencer par passer en revue les différents canaux d'acquisition avant réellement d'adresser les problématiques numérisation, indexation et reprise d'existants. La couverture fonctionnelle d'une solution ECM est celle-ci. La capture, c'est vraiment la porte d'entrée, d'où son importance. Alors de quelle manière alimente-t-on effectivement une GED? Soit manuellement via des fichiers numériques qu'on importera en glisser-déposer ou bien depuis des outils bureautiques. Ça peut être des documents créés par la GED, des documents produits par des ERP et qui seraient déversés automatiquement, ou bien différents canaux, on pense email, fax, smartphone, pourquoi pas des portails. Aujourd'hui, on va parler des documents papier et des documents et données existantes qu'il s'agit de reprendre en masse. Commençons donc par la numérisation. Numérisation et organisation. Pourquoi ce lien? Parce que le choix effectivement d'une organisation décentralisée ou centralisée va être structurant. Alors qu'est-ce qu'on entend par décentralisé? Voyons ensemble différentes caractéristiques effectivement de cela. Alors quand on pense à une numérisation décentralisée, ça veut dire qu'on va avoir une multiplicité des points de numérisation. Donc, le plus souvent, dans ce qu'on rencontre dans les projets, c'est effectivement autour de périphériques de numérisation mutualisés. Donc là, on pense à des multifonctions, à des copieurs, pour dire les choses autrement. Ça va être de la numérisation document par document, sans réel contrôle qualité, puisque sur un copieur, on numérise à l'aveugle, puisqu'on n'a pas le retour de la qualité d'image de ce qu'on numérise. Les documents vont être importés souvent via des routines d'auto-import. Parfois, on voit effectivement dans des expressions de besoin la possibilité de piloter un multifonction. C'est quelque chose qu'en pratique, on va totalement écarter, puisqu'il n'est pas question, depuis son poste, de réserver le périphérique, de se lever pour aller y placer des documents, de lancer la numérisation, puis de revenir à son poste faire le contrôle. C'est quelque chose qui, en pratique, ne se fait pas du tout. Donc on oublie le fait de piloter à partir d'un poste multifonction. On va simplement venir définir, par exemple, des boutons de tâches sur l'interface graphique du copieur, sur le petit écran, pour réaliser du scan to folder typiquement. Autre manière d'adresser une numérisation décentralisée, peut-être avec un peu plus de volume et peut-être avec une concentration des points de numérisation. Cette fois-ci, eh bien, ce serait via effectivement des scanners dédiés, donc classiquement un scanner USB relié à un poste. Donc sur ces scanners
professionnel, c'est vrai qu'on va avoir une augmentation sensible de la qualité d'image et des capacités en termes de prise papier. J'en profite pour signaler que les traitements d'image aujourd'hui sur les scanners sont très performants, donc détourage, redressement, blanchiment des fonds et j'en passe. Donc là encore, parfois certains cahiers des charges expriment la volonté d'avoir un applicatif qui serait lui-même rajouter une surcouche de traitement d'image. Non seulement ça paraît inutile, puisque encore une fois, la qualité en sortie des scanners sera vraiment très bonne et satisfaisante. Et en plus, en pratique, on ne peut pas demander aux opérateurs d'analyser et de retoucher, bien sûr, donc les documents numérisés. Ensuite, on passe cette fois-ci à une autre philosophie, la centralisation de la numérisation. Donc ça veut déjà dire qu'on va numériser bien sûr quotidiennement avec du volume. Ça veut dire que les flux papier vont être concentrés sur un ou plusieurs ateliers de numérisation. On parle aussi type cellules de courrier, etc. Et donc on va numériser en masse. Alors quand on numérise en masse, ça veut dire qu'on numérise des lots de documents. Donc ça veut dire qu'on se pose la question bien de la séparation entre différents lots, entre différents plis. On va nécessairement avoir une phase de préparation, peut-être une phase de pré-indexation automatique. Alors pré-indexation, ça peut vouloir dire interpréter des codes barres, justement des séparateurs, récupérer des zones de texte à tel ou tel endroit. Et donc déjà fonctionnellement, on est quelque chose de un peu plus complexe, qu'il faut prendre un peu plus de temps à mettre en place. Il faut ne pas négliger un aspect formation. Formation à la fois sur l'application, formation également sur le scanner. Il m'arrive d'intervenir sur des projets, par exemple GED, avec une cellule de numérisation et avec des résultats en termes de qualité d'image assez peu satisfaisants, tout simplement parce que les paramétrages du scanner ne sont pas connus, donc les paramétrages de qualité d'image dont je parlais plus haut, et puis aussi parce qu'un scanner qui accueille du volume journalier, eh bien ça s'entretient. Donc ça veut dire que effectivement, quand on voit qu'il y a une poussière sur les glaces, eh bien on la nettoie pour que effectivement tous les documents qui passent sur le scanner ne soient pas bardés de traces ou de stries sur toute leur longueur. Si vous avez imaginé la problématique centralisée, eh bien elle peut également se décliner avec, pourquoi pas, en faisant appel à un prestataire extérieur. C'est-à-dire que c'est lui qui se chargera de réceptionner les flux papier, de les numériser avec son matériel, avec ses ressources. Donc effectivement, ça ne fait pas de votre côté un budget en acquisition, mais plutôt un budget en fonctionnement. Il ne faudra pas négliger pour autant d'avoir des personnes ou une personne qui sera vraiment sur le suivi du projet et sur le suivi notamment de cette prestation de numérisation. Alors l'indexation, je l'ai évoqué rapidement dans le slide précédent en parlant de pré-indexation automatique. On va là encore développer, car là encore, c'est impactant. Indexation manuelle ou automatique. Ce qu'on va faire effectivement, c'est évaluer déjà la chaîne de capture. De quoi on parle? Est-ce qu'il s'agit simplement de numériser et puis déverser en GED? Donc ça, c'est effectivement le niveau 0 avec un nom de fichier lambda, ou pourquoi pas nommer manuellement si on est sur du décentralisé et de faible volume. La plupart du temps, bien sûr, une fois si on met les documents en GED, c'est parce que derrière, on a identifié un processus, et donc va sans doute y avoir une indexation plutôt métier, et donc un processus. Ça veut dire que là, on va parler d'interface web, voilà, ergonomique, avec vraiment une indexation qui nécessite de connaître le cas métier, quoi.
Lorsqu'on passe par une cellule comme je l'évoquais, donc entre le scan et le fait de déverser le document JET, il peut y avoir une préindexation automatique. Cette fois-ci, avec effectivement des opérateurs peut-être moins qualifiés sur la partie métier, et qui vont utiliser des interfaces orientées plus productivité, qui vont adresser des problématiques de séparation, je le disais tout à l'heure, de structuration de l'eau, peut-être un premier macro typage, et puis qui vont utiliser des logiciels qui vont pouvoir réaliser un premier niveau d'indexation. Donc j'ai parlé de typage, mais ça peut être aussi récupérer des informations, vous le verrez par la suite. Peut s'interfacer, alors soit se substituer, soit se surajouter une étape d'indexation automatique. Donc cette fois-ci, c'est une étape côté serveur, donc qui est transparente. Donc ça peut être soit la reconnaissance automatique de documents, soit la lecture automatique de documents, donc c'est-à-dire l'extraction vraiment d'informations. Ça peut être aussi les deux. Côté serveur, sauf que on le verra par la suite, il y a aussi un impact aussi en utilisation, puisque les résultats de cette extraction automatique peuvent donner lieu à des corrections de la part d'utilisateurs. On a parlé donc automatisation. Où placer le curseur? Ça va dépendre aussi bien sûr des volumes que vous aurez identifiés. Premier niveau, donc on saisit, rien n'est automatisé, on saisit manuellement les informations. Ça, c'est vraiment pour la numérisation d'appoint. Je dirais peut-être même pour des processus qui n'ont pas été identifiés ou pas été traités par la mise en place de la GED. Quand on fait de l'indexation manuelle, on aime bien qu'elle soit assistée. Alors ça peut être avec donc la souris, quand on apporte un document en GED, la couche texte est générée de telle sorte qu'au lieu de saisir une information, cliquer sur tel ou tel mot peut me servir à l'indexer plus rapidement. Bien sûr, on va s'interfacer la plupart du temps avec des référentiels pour que, effectivement, lorsqu'on rapatrie un numéro client, un fournisseur, telle information, eh bien, peut-être que la saisie des premiers caractères suffit et que ensuite, elle consiste même à rapatrier les champs associés. Voilà, bien sûr, des contrôles de syntaxe qui peuvent être exécutés. Tout ça, le souci de tout ça, c'est la qualité de l'indexation. La préindexation automatique, je le dis, ça concerne des choses finalement techniquement et technologiquement assez simples. Donc ça va être en même temps, donc en temps réel lors de la numérisation, l'interprétation de code barre, donc 1D ou 2D, de lecture de caractères mais en des endroits précis et zonés, la détection de séparateurs et éventuellement qui peut donner lieu donc à une structure de l'eau, typiquement voilà, pli, documents, pièces associées, etc. Le dernier niveau d'automatisation, c'est l'indexation automatique qui donne lieu, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, à une vérification. Alors, un exemple d'interface de préindexation automatique. Les images qui sont scannées défilent devant les yeux de l'opérateur, ce qui permet d'ailleurs de faire un petit contrôle qualité à la volée pour s'assurer au moins que tout est normal. Et puis, vous voyez ici sur cet exemple-là, on a donc une séparation multiniveau. Sur la détection de pages de garde. Alors c'est des pages de garde ici qui sont donc structurées de la même façon et donc on a été capable de récupérer en zoné des informations qui serviront derrière à l'indexation. Donc là c'est vrai que ce serait dommage de se passer de ces capacités d'automatisation et de générer derrière de la saisie manuelle pour un besoin qui est somme toute simple. Lorsqu'on parle d'indexation automatique, voilà un exemple d'interface. Donc généralement, on vient extraire davantage d'informations. Ça peut être aussi en lien avec des référentiels, en recoupant avec des référentiels. Mais donc on a en général un écran qui est plus complexe. Alors vous avez compris que cette automatisation se fait côté serveur, que le but c'est qu'effectivement le taux d'extraction soit de 100%. Pour autant, quand bien même il y aurait de l'apprentissage automatique, eh bien, les résultats peuvent être présentés en cas de doute
à un opérateur qui viendrait alors confirmer une saisie ou bien la modifier. Donc ça, c'est vraiment voilà, pour qu'on sache effectivement de quoi on parle. Alors l'indexation automatique, vraiment, c'est un projet dans le projet. Donc ça veut dire que c'est vrai que souvent, là encore, dans des cahiers des charges, on voit marqué en une ligne simplement l'envie, le besoin, la demande d'indexer automatiquement les documents. Alors ça, c'est très difficile. Alors déjà, peut-être qu'en interne, il faut passer un peu plus de temps que ça pour évaluer la complexité de ce besoin. Et puis, si vous souhaitez qu'elle soit adressée par un intégrateur, par un prestataire, eh bien, il faut lui donner les moyens, justement, là encore, d'évaluer et d'appréhender la charge de paramétrage qu'il y aura derrière. Donc, bien sûr, question voilà, qu'on peut se poser, c'est combien de typologies de documents sont concernées? Et pour chacune de ces typologies, quelle est la volumétrie? Et s'agit-il de documents structurés, semi-structurés ou non structurés? Alors, si on pose cette question, c'est parce que l'impact derrière, ça va être la complexité. Un document structuré, c'est un formulaire, on sait qu'on peut définir des zones à tel endroit et récupérer l'information. Un document structuré, semi-structuré, on sait effectivement l'information qu'on recherche, mais selon la mise en page, elle peut être donc à différents endroits. Donc là, on pense typiquement à une facture, par exemple. Et un document non structuré, c'est vraiment du courrier entrant, du courrier libre, où eh bien, il faut vraiment interpréter, il faut un degré d'intelligence même plus complexe, et donc un degré d'étude du document plus abouti. Après, pareil, la complexité va dépendre du nombre d'index qu'il y a à extraire, de leurs caractéristiques, et du nombre de référentiels avec lesquels on va s'interfacer. Donc ça peut être bien lorsque voilà, vous réfléchissez à une automatisation, à se pencher sur ces aspects, sachant que la pertinence va dépendre principalement de la volumétrie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en gras dans cette slide. C'est parce que effectivement, si in fine on se rend compte qu'il s'agit de 20-30 documents par semaine, bon, peut-être qu'on peut se satisfaire d'une indexation assistée, en tout cas déclenchée manuellement par l'opérateur avec donc les petites astuces et techniques facilitantes qu'on a vues tout à l'heure. Donc la volumétrie est importante. La volumétrie sera d'autant plus importante si vous allez même à l'état supérieur qui consiste à imaginer de la classification automatique. Classification automatique, ça veut dire qu'on va chercher même à interpréter le type de document. Donc là encore, combien y a-t-il de typologies? Quelles sont les volumétries? Qu'est-ce qui les caractérise? Et sachez qu'un projet RAD est vraiment encore plus complexe qu'un projet LAD. Donc soit parce que vous allez passer du temps à étudier les catégories, alors vous et peut-être le prestataire, et puis vous rendre compte que finalement, effectivement, c'est pas si simple que ça. Est-ce que c'est pas si simple que ça de reproduire ce qu'il y a dans l'œil ou le cerveau d'un humain pour typer tel document? Et quand bien même vous décideriez de chercher une solution qui réaliserait de l'autoclassification, donc la classification apprenante, eh bien ça veut dire aussi entraîner le logiciel, donc entraîner l'intelligence artificielle avec un certain nombre de volumes de documents par typologie. Et puis, donc l'automate va essayer de caractériser par lui-même les différentes typologies. Et voilà, il y aura un petit peu de travail derrière de correction, de lui dire ah oui, ce mot-clé, tu as pensé, vu sa redondance, qu'il était caractéristique, mais en fait, ça n'est pas le cas. Donc derrière, il y aura vraiment du projet, et pour le coup, le projet sera sensiblement plus complexe qu'un simple projet d'extraction automatique, et donc de LAD. Voilà pour ces premiers aspects numérisation et indexation. On change un petit peu d'esprit, bien que vous l'avez compris, on reste dans l'acquisition, puisque cette fois-ci, c'est la problématique de reprise de données ou reprise d'existants.
Là encore, parfois c'est une seule ligne dans un cahier des charges. Donc nous avons déjà des documents, des contrats, voilà, des dossiers clients qu'il s'agira de reprendre. Alors ça, c'est vraiment trop peu pour déjà peut-être en interne avoir conscience de la charge de travail qu'il y a derrière, et là encore, trop peu pour qu'un prestataire puisse se projeter et évaluer le travail qu'il vous proposera. Donc, comment réussir cette reprise d'existant? Alors déjà, on va commencer par une petite définition. Il s'agit de la phase qui consiste à récupérer un ensemble de documents et informations existantes pour les importer dans un nouveau système logiciel. Alors nouveau, ça peut être soit qu'il y a un précédent système logiciel, mais peut-être que vous venez simplement d'une arborescence de fichiers, et qu'à ce moment-là, ça sera un import depuis vraiment ce serveur de fichiers vers la GED. Donc première phase, analyser l'existant, ce qui aboutira peut-être à un nettoyage justement. Alors l'état des lieux est vraiment important. Le format des données sources, sous quelle forme sont les informations? Sous quelle forme sont les fichiers, les documents? L'emplacement, est-ce que c'est une arborescence de fichiers? Est-ce qu'il y a une base de données quelque part? Est-ce que c'est en local? Est-ce que c'est dans le cloud? Et puis peut-être se pencher sur la qualité. Est-ce que j'ai des doublons? Est-ce que mes informations sont correctement indexées? Donc vous avez compris que on parlait ici du système source. Et puis qui a la compétence? Alors peut-être même, quelqu'un a-t-il la compétence dans l'entreprise de pouvoir répondre aux questions concernant le système effectivement source, ou bien si c'est effectivement une compétence externe, est-ce qu'on a encore accès à cette compétence? Donc la question se pose. Alors c'est vrai qu'il y a souvent, on va dire toujours, les GED existantes ont un système d'export de données, mais encore faut-il savoir le mettre en œuvre. De cet état des lieux vont peut-être résulter des actions correctives, sur lesquelles je ne m'étends pas ici. Phase 2, définition de la stratégie de reprise. Que reprendre et quand? Alors, que reprendre, c'est effectivement, est-ce qu'on veut vraiment tout reprendre? Ou bien est-ce que peut-être on peut se contenter de prioriser les données vraiment nécessaires? Est-ce que peut-être qu'on va reprendre tout en Big Bang? Ou bien est-ce que c'est peut-être quand on va vouloir consulter un document ou un dossier antérieur, qu'à ce moment-là, ah bah tiens, c'est à ce moment-là que manuellement je viens effectivement l'importer dans mon nouveau système. Donc ces questions se posent. On parle aussi de granularité, en masse ou au fil de l'eau, donc c'est ce que j'évoquais. Et puis, bien sûr, vous avez dans l'état des lieux fait donc l'inventaire des informations dans le système source, mais est-ce que on va les qualifier davantage pour le système cible? Est-ce que peut-être on va se satisfaire d'un niveau moindre d'indexation parce que effectivement le travail, le jeu n'en veut pas la chandelle de réaliser vraiment cette indexation parfaite sur l'existant? Donc voilà, se poser ces questions, sachant que réduire le périmètre, eh bien, ça réduit le risque d'erreur, ça réduit le travail de nettoyage, ça réduit les tests, et voilà, donc c'est là encore impactant. Phase 3 et 4, tester. Alors tester, donc avant la bascule, à partir d'un échantillon représentatif. Bien sûr, vérifier derrière, mais effectivement, c'est important, et je dirais que c'est voilà, la crédibilité à la fois des acteurs internes et du prestataire de s'être assuré que derrière on ne perd pas d'informations. C'est vraiment catastrophique lorsqu'après migration, eh bien, voilà, on commence à courir dans l'entreprise un mécontentement parce qu'on ne retrouve pas ou on a perdu des informations. Donc voilà, phase à ne pas négliger. Bien sûr, accompagner le changement, ça veut dire impliquer des key users en interne, recourir à de la formation et à de l'information. Et pas effectivement quand tout est fait, mais
bah, au cours de la vie du projet. Voilà, c'était donc les aspects que je souhaitais évoquer avec vous sur la thématique capture et reprise de données, ce qu'il faut savoir pour votre projet GED. Voilà, j'espère vous avoir fait toucher du doigt qu'il s'agissait de sujets un peu plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord et un peu plus impactants. Donc ils méritent malgré tout votre attention et qu'on peut facilement parler de projet dans le projet pour ces thématiques. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Merci Émeric pour votre présentation. Il est évident que ce sujet, qui paraît au premier abord secondaire, est tout à fait essentiel pour la réussite d'un projet. Cette journée touche à sa fin, mais vous pouvez retrouver Émeric ainsi que tous les intervenants de la journée dans l'espace exposant. L'ensemble de l'équipe Hello France se rejoint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. À très bientôt.